Alors bonjour tout le monde, on est super heureux avec Elena de vous parler aujourd'hui de l'engagement citoyen en faveur du climat. Et donc pour vous expliquer un Oui, peu, désolée. Bon, du coup, je sais pas. Je me suis connectée. Ah, pardon, j'ai pas bah, le micro. moi, je crois qu'elle a oublié de couper son micro. Oui, Et du coup, pour vous parler un petit peu de comment est né ce projet, donc Elena et moi, on est tous les deux étudiants. On se présentera plus en détail chacun au cours de la conférence. Et en fait, quand on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux des passions très différentes, mais un but un peu commun qui est notre engagement citoyen en faveur du climat, on s'est dit que ce serait intéressant de le partager à d'autres étudiants pour vous montrer qu'il y a plusieurs manières de s'engager, qu'il n'y en a pas qu'une, et surtout que, quel que soit notre âge ou notre profession, on peut tous avoir une action quand même notable et intéressante. Voilà, je vais laisser Léna commencer dans un premier temps par vous donner des données scientifiques et vous faire un petit rappel de l'actualité dans le monde de l'écologie, si je peux l'appeler comme ça. Et ensuite, chacun, à notre tour, on parlera un petit peu de notre parcours et des enseignements qu'on a tirés au fil du temps, même si on a finalement le même âge que vous, euh, des enseignements qu'on a tirés pour s'engager vis-à-vis du climat, pourquoi on l'a fait et qu'est-ce qu'on en tire aujourd'hui comme intérêt, comme bénéfice pour nous-mêmes aussi sur le plan personnel. Exactement, merci Thomas pour cette introduction. Donc moi, juste pour vous rappeler, je suis une ancienne de TBS, j'étais encore à TBS l'année dernière. Et en faisant un bref diagnostic de la situation climatique. Et je voulais rebondir sur cette actualité toute récente avec vous. Donc, le 3 février 2021, l'État français a été condamné pour inaction climatique. Et donc, c'est un moment assez historique, puisque en fait, c'est grâce à l'action de quatre ONG qui sont donc Notre Affaire à tous, Oxfam, la Fondation Nicolas Hulot et Greenpeace. Il y a 2 ans, en 2018, ils ont attaqué l'État français en justice. Ils avaient recueilli à ce moment-là 2 millions de signataires en France. Donc ça montre à quel point aussi le changement climatique, c'est un sujet qui fait consensus en France et de façon générale. Et voilà un moment assez historique pour cet État qui est donc reconnu comme coupable pour son inaction climatique. Et donc, pourquoi aujourd'hui on peut parler d'urgence climatique? Je vais tenter un petit peu d'apporter des éléments de réponse à cette question en commençant par vous donner quelques chiffres. Donc aujourd'hui, les émissions de carbone, qui est un des principaux gaz à effet de serre, elles ont augmenté de plus de 117% depuis 1973, selon l'Agence internationale des énergies. Donc c'est une hausse qui est juste énorme. Et ces émissions de gaz à effet de serre, elles continuent à augmenter. De façon globale, nos émissions de gaz à effet de serre, en 2020, elles ont continué à augmenter d'environ 2% par an, alors que pour maintenir l'objectif de l'accord de Paris et pour rester en dessous des 2 degrés, il faudrait qu'elle diminue de 7,6%. Donc on est vraiment très loin de l'objectif. Et ces émissions carbone, elles sont à mettre en lien avec notre consommation d'énergie, puisque là encore, il y a eu une hausse exponentielle. En 40 ans, il y a eu une augmentation de 109% de notre consommation d'énergie globale. Donc finalement, c'est une augmentation qui était plus rapide proportionnellement que la croissance démographique. Donc c'est assez énorme. Et malheureusement, dans ce mix énergétique, ce sont les énergies fossiles qui représentent la plus grande part de ce mix énergétique. Donc à savoir le pétrole, le charbon et le gaz, ils représentent 80% de notre consommation énergétique mondiale. Et lorsqu'on brûle des combustibles fossiles, et ben cela a pour conséquence d'émettre des gaz à effet de serre. Et donc, par notre action humaine et notre consommation d'énergie, nous émettons du gaz à effet de serre. C'est responsable du changement climatique. Au niveau de la température, aujourd'hui, on est sur une trajectoire de plus 3 degrés par rapport au début du siècle dernier et donc plus 3 degrés d'ici à 2100. Or, dans un monde à plus 3 degrés, en fait, les conséquences, elles vont être juste énormes. Le groupe international d'experts sur l'évolution du changement climatique, donc le GIEC,
de son acronyme, il estime que dans un monde à plus 3 degrés, il y aura une détresse alimentaire généralisée et donc sûrement des crises alimentaires, voire des famines et peut-être des conflits armés. Donc il faut à tout prix que les pays rehaussent leur ambition, réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre et surtout tiennent leur engagement. Ici, je vous ai mis des images qui sont tirées de la fresque du climat. Vous devez connaître ce jeu en étant étudiant à TBS. Pourquoi? Parce que dans la fresque du climat, en fait, on parle du changement climatique en abordant la question sur différents aspects, que ce soit du côté des causes du changement climatique, en parlant des secteurs qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, comme par exemple le transport, l'industrie, la déforestation, les bâtiments. Dans ce jeu également des conséquences que ça peut avoir sur la planète, la destruction de la biodiversité marine et terrestre, l'acidification des océans. Et puis on parle également un petit peu des conséquences pour les vies humaines, avec plus d'événements météorologiques extrêmes comme des incendies, des cyclones, des sécheresses. Et donc je pense que c'est une bonne façon justement dans ce jeu de se rendre compte à quel point quand on parle du changement climatique, il y a énormément de façons différentes de saisir la question. Et moi, justement, dans mes études sur l'environnement, j'ai des cours avec une approche plutôt économique, d'autres cours avec une approche scientifique, d'autres avec une approche politique. Donc, il y a vraiment une multitude de façons de se saisir de cet enjeu-là et de parler du climat. Et c'est pourquoi je voulais vous parler de la notion d'anthropocène, parce que cette notion, justement, elle permet bien de se saisir du fait que quand on parle de climat, c'est un sujet global. L'anthropocène, c'est un terme qui est apparu au début des années 2000 par ce monsieur, Paul Crutzen. C'est un météorologue suédois et prix Nobel de chimie. Et l'anthropocène, selon lui, ce serait la nouvelle période géologique dans laquelle nous serions entrés, où l'homme est devenu une force géologique et l'homme est devenu capable d'avoir une influence et une action sur la trajectoire globale de la planète, donc de modifier la trajectoire globale de la planète. Et les actions de l'homme seront donc visibles à l'échelle des temps géologiques. Alors justement, l'anthropocène, si on prend l'étymologie de ce mot, anthropos, ça veut dire être humain, et cène, c'est le suffixe qui est utilisé pour désigner les périodes géologiques. Donc officiellement, aujourd'hui, on est toujours dans l'Holocène. C'est une période qui a duré donc 12 000 ans, mais les scientifiques sont en train de travailler pour que nous passions officiellement dans cette période géologique de l'anthropocène. Donc, ce serait la période de l'homme, la scène de l'homme, où l'homme est en train donc, de modifier la trajectoire globale de la planète Terre. Et donc, même si on est toujours officiellement dans l'Holocène, les indicateurs pour justifier que nous passions à l'anthropocène, eux, ils ne manquent pas, ils sont là. Et donc là, je vous ai mis ce qu'on appelle la grande accélération. À partir de 1950, tous les indicateurs, qu'ils soient socio-économiques ou qu'ils soient plus liés à la Terre, ont connu une hausse exponentielle. Donc c'est la population globale qui s'est mise à augmenter, notre consommation d'énergie encore, la population urbaine du côté des indicateurs socio-économiques, le PIB également, et puis du côté des indicateurs liés à la Terre, c'est la concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, le méthane, l'acidification des océans. Et quand on parle de changement climatique, l'indicateur un peu qui revient tout le temps, c'est le carbone. Donc sur ce graphique, vous voyez l'évolution de la concentration atmosphérique du CO2 dans l'atmosphère. Et vous voyez donc que pendant plusieurs milliers d'années, la Terre elle a connu des cycles où la concentration en carbone a évolué. Mais à partir des années 1970, de par les activités humaines, le CO2 il a connu une hausse exponentielle. Et vous voyez, hein, donc, par rapport au cycle et aux précédentes ères glaciaires, l'augmentation en CO2 elle est juste énorme. On est passé de 280 parties par million environ dans l'atmosphère à 400 parties par million de CO2. Cette unité en parties par million, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un volume d'atmosphère, eh bien, il y aura 1 millionième de carbone dans l'atmosphère. Et donc, certes, la Terre, elle a connu des périodes où il y avait même plus que 400 atmosphères, mais à cette époque-là, il n'y avait pas les conditions de vie n'étaient pas les mêmes, et en fait, nous n'étions pas là puisque les conditions n'étaient pas vivables pour l'homme.
Ici, je vous ai mis un graphique qui fait le parallèle entre la concentration du carbone dans l'atmosphère et la hausse de la température. Et on voit clairement qu'il y a un parallèle à faire entre ces deux courbes. Et pour vous montrer que justement, le réchauffement climatique, il est à mettre en lien avec le fait que nous émettions de plus en plus de gaz à effet de serre, de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, il est lié à nos activités humaines. Et un dernier graphique, justement, pour mettre en lien, faire le lien entre notre consommation énergétique. Donc, à gauche, vous voyez justement le mix énergétique global planétaire. Il est soutenu donc, par les énergies fossiles, le pétrole, le charbon et le gaz, qui représentent la majeure partie de notre consommation énergétique. Et donc, plus nous continuons à émettre ces énergies fossiles et plus la concentration en CO2 augmente également, puisque à la combustion de ces énergies fossiles, il y a du CO2 qui est rejeté. Donc, quels sont justement les principaux secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre au niveau mondial? Dans ce graphique du GIEC, on voit que c'est la production d'électricité et de chaleur qui est le premier secteur. Ensuite, c'est l'agriculture et principalement la déforestation, puisque les forêts, en fait, c'est un puits de carbone naturel, c'est une usine à capter, à absorber du carbone, et donc quand on coupe des forêts, finalement, on va supprimer ces puits de carbone naturels. Ensuite, l'industrie, elle est également très consommatrice d'énergie, et elle est très dépendante des énergies fossiles. Et les transports également sont très carbonés, donc d'où la nécessité en fait vraiment d'opérer une transition énergétique et de passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, tout en réduisant notre consommation d'énergie, parce que les énergies renouvelables, c'est certes une part de la solution, mais le premier enjeu, c'est d'abord de réduire notre consommation d'énergie et d'être plus sobre en énergie. Alors ici, dans cette vidéo, je vous ai mis, on va essayer de comprendre le principe de responsabilité commune mais différenciée des émissions de gaz à effet de serre pour les pays. Est-ce que ça fonctionne ou pas? J'ai pas l'impression. Ouais, c'est un peu flou la vidéo. Mais est-ce qu'elle s'est lancée de votre côté? Non. J'ai l'impression que ça se lance. J'ai pas le lien sous la main là. Bon, on va faire sans, c'est pas grave. C'est pour vous expliquer que dans l'accord de Paris, justement, qui est un accord donc, pour limiter le changement climatique, on dit que tous les pays du monde, ils ont une responsabilité commune vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre, parce que tous les pays, depuis la première révolution industrielle, la deuxième plutôt, ont émis du gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cependant, les États-Unis et la Chine ont émis beaucoup plus que des pays comme le Rwanda ou d'autres pays en voie de développement. Donc, cette responsabilité, elle est différenciée. Donc, ça veut dire que les États-Unis... Tu veux que je la diffuse ou pas? Comment? Tu veux que je la diffuse ou pas? Je l'ai. Si tu veux, je fais un partage rapide d'écran. Ah, je veux bien, s'il te plaît. Je vais arrêter de... Voilà le partage. Donc voilà. Ouais. Donc voilà, là on commence dans les années 1960. On voit que ce sont les États-Unis qui est donc le premier émetteur à l'échelle mondiale de gaz à effet de serre. Et à noter que c'est toujours en fait la puissance hégémonique du moment qui émet le plus de gaz à effet de serre. Donc on va voir l'évolution dans le temps. Derrière les États-Unis, ça y est, la Chine est déjà le deuxième émetteur mondial, mais elle reste très loin derrière les États-Unis. Ensuite, ce sont les puissances dites occidentales que j'avais en tête.
on va voir que justement dans les années 90, l'URSS va remonter dans le classement des pays qui émettent le plus d'émissions. Et là, on a la Chine qui revient doucement. Voilà, elle est en train de rattraper les États-Unis petit à petit. À savoir que du coup, là, on a les émissions par année, mais on n'a pas les émissions cumulées historiquement. Oui. Donc là, voilà, on a la Russie qui remonte dans la course. Ça a été super rapide dans l'espace de quelques années. Et la Chine qui est en train de rattraper les États-Unis à vitesse grand V. Donc c'est juste énorme cette rapidité. Et jusqu'au moment où la Chine va passer progressivement devant les États-Unis. Ça y est, elle rattrape dans les années 2000. Et ça y est, 2005-2006, et la Chine est le premier émetteur de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale par an. Donc merci Thomas d'avoir du coup partagé la vidéo. Je vais reprendre le partage d'écran. Voilà. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est la Chine qui est le premier émetteur de gaz à effet de serre. Mais si on regarde le cumul des émissions historiques, les États-Unis sont toujours devant. Alors, voilà. Et donc, justement, où est-ce que vont toutes ces émissions carbone une fois qu'elles ont été émises? On pourrait penser que nos émissions directes, les émissions directes, c'est 70% d'émissions qui sont liées à la combustion des énergies fossiles, et les 30% d'émissions restantes, dites indirectes, elles sont principalement liées à la déforestation. Donc, une fois que vous avez émis ce carbone, on pourrait penser qu'il va uniquement dans l'atmosphère, mais non. En réalité, il y a 44% des gaz à effet de serre qui se retrouvent dans l'atmosphère, et il y a ensuite 29% qui va dans la biosphère, donc à savoir les forêts et même les algues marines, et ensuite il y a aussi 26% qui se retrouvent dans l'océan. Donc en fait, l'atmosphère, la biosphère et les océans, c'est ce qu'on appelle des puits de carbone. Ce sont 3 puits de carbone naturels, donc en fait c'est juste c'est normal qu'ils se mettent à capter du CO2. Le problème, c'est que ces puits de carbone, ils ont des limites, et au-delà d'un certain seuil d'absorption de gaz à effet de serre, ils vont se mettre à saturer. Et c'est la raison pour laquelle les experts scientifiques ont souligné la nécessité de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement ou 2 degrés de réchauffement, parce qu'au-delà de cette limite-là, on estime que ces puits carbone, ils risquent de se mettre à saturer, et il risque d'y avoir des effets de cercle vicieux, en fait, où l'océan, par exemple, pourrait se mettre à saturer, et on pourrait avoir des énormes hausses de carbone vicieux. Et faire le lien entre la biodiversité et le climat, sachant que le changement climatique, c'est l'une des causes principales du déclin de la biodiversité, bien que la première cause du déclin de la biodiversité, ce soit la destruction des habitats, suivie de la surexploitation des ressources naturelles. Mais le changement climatique, il arrive en 3e place, justement, pour ce déclin de la biodiversité. Aujourd'hui, on parle de 6e extinction de masse, pour dire que le rythme à laquelle les espèces sont en train de s'éteindre est inédit. En l'espace de quelques décennies, on a perdu la moitié des vertébrés sur Terre. Or, la biodiversité, elle est vitale. On vit en interdépendance, nous les hommes, avec cette biodiversité, et elle nous rend tout un tas de services, ce qu'on appelle les services écosystémiques. Ce sont des services vitaux. Donc, la biodiversité, elle sert par exemple à assurer un bon qualité de l'eau, c'est un exemple de service systémique, ou la pollinisation des abeilles, par exemple, qui est essentielle pour nos systèmes alimentaires, c'est un autre exemple de service écosystémique.
toutes les activités aussi récréatives, le fait qu'on puisse profiter de la nature, ça fait partie des services écosystémiques. Donc, il est nécessaire que l'on protège cette biodiversité, pas uniquement pour les générations futures, mais déjà aujourd'hui pour nous. Ensuite, on peut faire le lien entre le changement climatique et les océans et se demander quelles sont les conséquences finalement de toutes ces émissions de gaz à effet de serre dans l'océan. Donc, l'océan, il absorbe 30% de CO2, comme on le disait précédemment. Et en absorbant du CO2, cet océan, il va connaître une acidification. Et lorsque l'eau devient plus acide, cela peut perturber certaines espèces marines, comme les coraux, par exemple, qui se mettent à blanchir, ou le plancton qui tombe au fond des océans. Et le problème, c'est que lorsque l'océan absorbe du carbone, et donc il s'acidifie, et lorsque vous avez une acidification de l'eau, l'océan, en même temps, il perd sa capacité à absorber du carbone. Donc c'est un problème, et ça peut être justement un exemple de cercle vicieux. Et ensuite, l'océan, il absorbe également 90% de l'excès de chaleur. Et par effet de dilatation, le niveau des mers se met à augmenter. Et c'est un réel problème et pour les espèces vivantes dans leur globalité. Et aujourd'hui, donc, il y a environ 20% de la population mondiale qui vit à moins de 30 km des côtes, donc qui va se retrouver directement impactée par la montée des mers et des océans dans les prochaines années. Et déjà maintenant en réalité, puisqu'il y a les populations des pays insulaires sont déjà impactées par la montée des eaux, et justement lorsque l'on va au COP et aux négociations climatiques, ces pays-là insulaires, ils essaient de faire porter leur voix pour être protégés de la montée des eaux. Et finalement, on peut parler du changement climatique et de l'humanité. Et en 2002, le président Jacques Chirac, il prononçait déjà un discours assez visionnaire avec cette célèbre citation « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». C'est un discours, oui, on peut dire assez visionnaire, bien que depuis les années 70, en réalité, les scientifiques nous alertent sur les limites de la croissance et de l'exploitation des ressources naturelles qui sont limitées. Et donc, je voulais vous lire en fait une partie de ce discours du président Jacques Chirac qui fait suite donc à la citation. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre de mal développement et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas pour les générations futures celui d'un crime contre la vie. » Donc voilà, il y a déjà énormément de choses dans ce discours qui montrent l'urgence et la nécessité d'agir contre le changement climatique, puisqu'il va y avoir un certain nombre de défis planétaires qui seront liés et qui sont liés aux conséquences du changement climatique, à savoir des migrations. Il y aura de plus en plus de réfugiés climatiques dans les prochaines années, peut-être des crises alimentaires, comme je vous disais au début de la présentation, des événements météorologiques de plus en plus fréquents et extrêmes, et des pics de chaleur dans les pays occidentaux également. Et donc, il faut que l'on se pose la question de se demander de quel monde nous avons pour demain. Et en réalité, demain, c'est aujourd'hui, quoi, puisque le problème est vraiment très urgent. Et donc l'idée, c'est pas de faire peur ou de tomber dans des idées un petit peu pessimistes, de se dire que tout est perdu, mais au contraire de vouloir donner l'envie d'agir une fois que l'on a ce diagnostic-là, et de montrer que nous, en tant que citoyens, on a déjà pas mal de pouvoir, que ce soit par le vote, par nos choix de consommation, par le travail que nous choisissons de faire. On a déjà énormément de façons d'agir et de s'impliquer. Et justement, je vais laisser la parole à Thomas, qui va vous présenter un petit peu son parcours et le rôle de l'explorateur ou de l'aventurier face au changement climatique. Merci. Du coup, je vais partager mon écran. Tu vas me dire, Elena, si on voit bien. Ouais, c'est bon. On voit ton écran. On voit l'écran entier? Ok. Alors.
Donc, du coup, ouais, je vais vous parler un peu d'engagement citoyen via nos parcours. Et donc, mon parcours en tant que jeune aventurier. Donc, déjà, je m'appelle Thomas Deric, je suis étudiant en école de commerce et en école de communication en double diplôme. Et à mes heures perdues, je réalise des aventures et j'essaie de me professionnaliser dans ce domaine-là. Et je suis actuellement en stage dans un magazine d'aventure outdoor qui s'appelle Outdoor Go. Voilà. Et du coup, je vais vous parler un petit peu d'abord de mon parcours et ensuite un peu du rôle de l'aventurier face aux enjeux environnementaux. Et via le rôle de l'aventurier, j'ai envie de vous parler finalement du rôle de tous les gens un peu de terrain, des gens qu'on ne voit pas, parce qu'au premier abord, on pense que la lutte contre le réchauffement climatique, elle se fait à l'échelle politique ou associative, mais il y a plein de manières de s'engager. Donc, tout d'abord, je suis né en région parisienne, vers Saint-Cyr. Je ne sais pas si vous connaissez. Et j'ai grandi à Montigny et j'étais destiné à une vie assez conventionnelle jusqu'à un événement inattendu dans ma vie. C'était de partir en expatriation pendant 5 ans à Tokyo. Et donc, de ma sixième à la fin seconde, j'ai étudié au lycée français international de Tokyo, où j'ai rencontré Elena là-bas. Et ça a été un contexte assez favorable pour m'initier au voyage, pour baigner dans un environnement multiculturel. Et voilà, ça m'a vraiment ouvert au monde. Et en fait, en rentrant en France au lycée, j'ai ressenti une frustration de quitter cet environnement si enrichissant. Et du coup, en études supérieures, j'ai eu envie de commencer à partir par moi-même. Et donc, sur ma première année d'études, euh, je suis parti sur l'année 2018. En fait, j'ai commencé l'année 2018 par un échange à la Dublin Business School de 3-4 mois. Et en fait, pendant ce semestre, j'ai fait quelques voyages. Donc, je suis parti en Espagne, je suis parti au Portugal sur l'île de Flores Island, qui est une île au milieu de l'océan Atlantique où j'étais parti faire une semaine de rando en solitaire. Et ça, c'est une photo que j'avais prise un soir où j'avais fait un petit feu sur une plage. Après, je suis parti pour un stage de 2 mois au Panama dans un hôtel. Et puis, à mon retour, je suis parti traverser les Vosges à pied. Donc ça a été ma première grande randonnée sur 3 semaines. Et ensuite, avec un pote, on est parti faire un petit tour d'Europe en sac à dos. On a fait l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Hongrie et la République tchèque. Donc, on a fait ça pendant 1 mois. Et à la fin de l'année, je suis parti en Belgique et en Allemagne. Et donc ça, c'était vraiment pour moi, en fait, mes petites pérégrinations qui m'ont initié à l'aventure et qui m'ont vraiment donné le goût de tout ça. Et j'ai eu envie assez rapidement d'aller plus loin, de me découvrir vraiment dans l'inconnu, de me découvrir dans des terrains assez isolés. Et du coup, je suis parti traverser le plus grand désert de sel du monde en solitaire, le Salar de Uyuni. Et du coup, c'était un peu une expérience initiatique pour moi. C'était ma première expédition. Et donc, pendant 6 jours, sur 140 km, j'ai traversé ce désert à pied avec autour de 35 à 40 kilos de charge sur le dos. Je transportais toute mon eau et ma nourriture. J'avais prévu 7 jours d'eau et de nourriture, 1 jour de rab. Et j'avais 20 litres d'eau. Et j'étais sans moyen de communication. Donc, c'était vraiment une semaine au cœur du désert en solitaire. Et disons que toutes les conséquences qu'impliquait cette expédition devaient être gérées par moi-même. Et donc, ça a été un environnement vierge. Et une semaine qui est à l'image de cette photo où en fait c'est un paysage lunaire. Et voilà, je me déplaçais avec ma boussole Decat. Et au niveau de l'équipement, voilà, j'avais 20 litres d'eau, un duvet à grand froid parce qu'en fait le Salar est inondé pendant l'été. Et vu qu'on est dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées, donc l'été c'est en gros janvier-février. Et en hiver, donc juillet, août, le Salar est sec, mais du coup, la nuit, les températures descendent jusqu'à moins 15 degrés. Et ensuite, on voit les sacs zip remplis de nourriture lyophilisée pour chaque jour. Et voilà, une des anecdotes un peu des péripéties que j'ai eues durant cette traversée, ça a été une tempête qui est apparue en fait, le 5e jour de la traversée où j'ai été pris dans un blizzard assez important pendant plusieurs heures. Et c'était très difficile de se repérer. Là, la GoPro voit plus loin que les yeux humains. Donc, on a l'impression qu'on a une vue qui porte à
20-30 mètres, mais en réalité, je voyais à peine mon sac qui était à 5 ou 10 mètres de moi. Et voilà des moments assez forts comme celui-ci dans la tente un soir avec le désert pour moi et le coucher de soleil qui était présent tous les soirs. Et en fait, après cette traversée, je me voyais mal revenir au tourisme classique cet été-là. Et du coup, il me restait des rations de lyophilisés en rab. Et j'avais envie de faire une autre traversée, mais cette fois, ça a été complètement improvisé. Et je suis parti traverser le salar d'Atacama 9 jours après être sorti du salar de Uyuni. Et cette deuxième expédition, elle s'est vraiment improvisée en quelques jours comme ça, alors que Uyuni, j'avais mis des mois à préparer ce projet. Là, je suis parti un petit peu à l'aveugle et à nouveau dans les mêmes conditions. Et donc, on voit le salar de Uyuni en Bolivie, il est tout blanc parce qu'il est nivelé et nettoyé par l'eau. Donc, il est inondé la moitié de l'année, ça en fait un lac et du coup, ça nettoie le sel. Le salar d'Atacama, il est dans la région, dans la zone du désert d'Atacama, qui est une des zones les plus arides du monde. Il y a très peu de pluie et quand il pleut, ça s'évapore très vite, l'eau ne tient pas. Donc, le salar n'est pas du tout nivelé et inondé, ce qui fait qu'il n'est pas blanc. En fait, c'est juste, on l'appelle salar parce que ces terres sont chargées en sel. Donc là, on voit une carte où on le repère mieux. Et cette traversée, ça a été 100 km à pied. Donc, j'ai mis 90 plus 10 sur cette slide parce qu'en fait, j'ai fait 90 km le long de donc, le trait bleu. Mais après, j'ai dû faire 10 km supplémentaires pour rejoindre une route parce qu'en fait, au 90e kilomètre, lorsque je suis arrivé de l'autre côté du désert, il n'y avait rien. Et je suis arrivé sans eau. Donc, ça a été 10 km assez compliqué, 3 heures de marche assez longue et j'avais une inflammation au pied le dernier jour. Et j'avais à peu près 30 à 35 kilos au départ de San Pedro de Atacama. J'étais à nouveau à pied en solitaire, sans moyen de communication pendant 5 jours. Donc voilà, on voit à quoi ça ressemble. Ce n'est pas du tout les paysages lunaires qu'on avait en Bolivie, mais c'est plutôt un côté un peu martien, de la terre un peu rouge. Et le gros challenge de cette traversée, ça a été les croûtes de sel, qui en fait n'étaient pas du tout prévues dans mon projet. Moi, je m'attendais bêtement à un salar blanc parce que je me suis dit, enfin pas blanc, mais plat, parce que je me suis dit c'est un salar, donc c'est une étendue de sel, du coup c'est forcément un peu comme Uyuni. Et en fait, non, comme il n'est pas nivelé, nettoyé, du coup la croûte de sel, elle n'est pas forcément aplanie, ça ressemble à du corail mort. C'est très coupant, c'est très cassant. Et dedans, j'avançais à des fois 1 km/h, même moins. Un matin, j'ai mis 5 heures à faire 4 km et je suis tombé 4 ou 5 fois. Et je me rappelle, je crois que c'était le 3 ou 4e jour, je suis tombé sur des croûtes de sel, en fait, et j'ai mis mon bras en avant par réflexe. Et les 30 kilos du sac m'ont écrasé, m'ont comprimé contre les croûtes. Et du coup, mon avant-bras s'est entaillé sur les croûtes. Et heureusement, c'était une blessure anodine, juste une égratignure sur l'avant-bras. Mais quand j'ai regardé la blessure passer au-dessus de mes veines, je me suis dit que des fois, c'est une question de millimètres, en fait, et qu'un téléphone, finalement, un téléphone n'aurait servi, je pense, à rien parce que je ne sais pas si des secours auraient pu venir. Mais des fois, les projets valent la peine d'être bien préparés. Et donc, le soir, je devais trouver des endroits pleins. Et il y a quelques endroits dans le Salar où il y a des zones aplanies comme ça. Et c'était vraiment la complexité du voyage parce que si, en fin de journée, j'étais toujours pris dans les croûtes de sel, je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais même pas m'allonger quelque part et rester avec un duvet en plume au milieu des croûtes de sel. C'est assez compliqué. Ça aurait entaillé le duvet de tous les côtés. Ça n'aurait pas été une très belle nuit. Donc voilà, vers 4-5 heures de l'après-midi, je repérais au loin des irrégularités. Je voyais s'il y avait une zone un peu aplanie et j'essayais de trouver une sorte d'îlot comme ça pour ma tente. Et là, on voit avec la tente à côté, en fait, la proportion des croûtes de sel. Et on voit que c'est quand même, ça monte assez haut. Et voilà. Et ensuite, en Amérique du Sud, j'ai fait un stage dans une agence de tourisme d'aventure. Et à la fin de ce stage, j'en ai profité pour faire un autre projet qui a été de traverser la Patagonie sans argent pendant 2 semaines. Donc, ça a été 2500 km d'autostop. Enfin, un peu plus de 1500 pendant 15 jours. Et sans argent, ça veut dire déjà, on se déplace en stop. Il n'y a pas de bus possible, il n'y a pas de navette, venir le soir, et qu'il faut tout à manger et à boire. Donc, ça nous force
à la rencontre des locaux et de leur demander des ressources pour, pour subvenir à nos besoins. Et c'est un projet qui m'a permis d'être dans la dimension. Personnellement, on est un peu dans la mouise. Donc, ça a été surtout ça l'objectif de ce projet. Et je suis parti avec Yohan Zarefian, qui était un de mes collègues durant le stage dans l'agence de tourisme d'aventure au Chili. Et on est parti très heureux, en fait. On était hyper enthousiastes à l'idée de faire ce projet. Yohan, il n'avait jamais fait de trip un peu engagé comme ça. Moi, j'avais fait une semaine d'autostop sans argent en Italie, mais ce n'était pas aussi engagé. Mais je me sentais plus à l'aise que lui à l'idée de dormir dehors, au bord d'une route, de devoir chercher des choses sur la route, parce que j'ai quand même une confiance absolue en la route. Et tous les voyageurs, finalement, au long cours le disent. Il y a toujours un truc sur la route qui fait qu'on fait une belle rencontre, où il y a des signes qui nous portent et nous accompagnent. Et on a eu la chance de voir des merveilles comme le Perito Moreno. Et ça, c'est la seule étape du voyage où on a dû payer. C'est parce qu'on a dû payer l'entrée du Perito Moreno. Donc, au total, on a dépensé 30 €. Et c'était une étape qu'on ne pouvait pas passer sans argent. Et on s'est dit, c'est quand même bête de rater un glacier pour un défi. Donc, c'est la seule exception qu'on ait fait. Et on a fait aussi des belles rencontres comme Felipe, qui est un Chilien qui a remonté la route 40. Et on s'est rencontrés au bord d'une route. En fait, quand on est arrivé au bord de la route, ça faisait, je crois, plus de 24 heures qu'il était là avec sa copine à attendre une voiture. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a une ambulance qui s'est arrêtée, qui nous a pris, moi, Yohan et eux, Philippe et Vanessa, sa copine. Et on a fait, je crois, 200 km dans cette ambulance sur une route un peu défoncée sur la route 40. Donc, ça a été des moments assez fous comme ça. On a aussi été pris en stop par des camions, des voitures, par une voiture de police notamment. Il y a un chauffeur de bus d'une compagnie commerciale qui nous a fait monter clandestinement dans son bus. Donc, on a eu des rencontres assez folles. Et ensuite, en Amérique du Sud, j'ai eu l'occasion du coup de faire d'autres trucs assez amusants, comme un saut en parachute au Chili, le trek de la cordillère Huayhuash au Pérou pendant 8 jours, l'ascension du volcan Villarrica et le trek du Salcantay qui mène au Machu Picchu, qui lui dure 5 à 6 jours. À mon retour en France, donc ça c'était l'été dernier, avec ma copine Justine, on a traversé la France en roller et à vélo. Moi, j'ai fait tout le projet en roller et Justine a fait les 200 premiers kilomètres de Lille à Reims en roller. Et ensuite, elle s'est blessée. Donc, elle a terminé l'aventure à vélo. Donc, elle a quand même fait plus de 1000 kilomètres avec une blessure au genou parce qu'elle s'est fait une luxation de la rotule au bord d'une route à Reims. Et elle est revenue une semaine après continuer l'aventure à vélo. Donc, un grand courage. Et voilà le tracé. Donc, on est parti du Between Village de Lille parce qu'on était accompagné par Oxelo. Et on a terminé à la frontière franco-espagnole au col des Bellitres. Et du coup, ces 1300 km, ils ont été assez fous parce qu'en fait, tous les soirs, notre objectif, c'était on sonnait à des portes dans la rue, à des maisons d'inconnus comme ça, et on demandait à camper dans leur jardin ou s'ils étaient OK pour nous accueillir. Et en fait, quasiment tous les soirs, je dis bien quasiment parce qu'il y a peut-être 2-3 nuits où on est passé, enfin, on a fait du bivouac dehors, mais on a fait plus de 60 nuits en fait chez des habitants. Et tous les soirs, ils nous invitaient à dîner et le matin, le petit déjeuner. Des fois, on est resté 2-3 jours chez des gens. Et c'était vraiment fou. En fait, on a rencontré des habitants de toutes les régions traversées. Et en fait, c'est le Covid aussi qui a fait ça. Moi, je fais toujours des projets à l'étranger et là, on s'est dit, c'est l'occasion de découvrir un peu la France, le fait de ne pas pouvoir quitter les frontières. Et je suis très content de cette aventure. Donc, comme équipement, on avait un sac Oxelo 20 litres. Donc, 20 litres, c'est vraiment rien parce qu'il faut savoir qu'un ISPAC, c'est à peu près 24 litres. Donc, votre sac de cours, il est plus gros que l'espace qu'on avait pour transporter notre équipement. Donc, les 200 premiers kilomètres en roller, on avait tous les deux un sac 20 litres. Donc, voilà, on était en autonomie avec 2 sacs à dos. On avait une tente, des duvets, une trousse de toilette, enfin voilà, des choses assez standards. Et là, sur la photo, c'est un bivy-bag. C'est au milieu, sous le duvet. Ce n'est pas une tente parce qu'en fait, la semaine où Justine s'est blessée, j'avais un seul sac à dos, donc je ne pouvais pas transporter une tente. Du coup, j'avais un bivy-bag et je dormais dans mon espèce de bâche. J'ai dormi dans des abris de jardin.
notamment chez Yvette et Monique. Je me rappelle un soir des retraités qui m'ont accueilli dans leurs outils de jardin et c'était un ancien forgeron, donc je dormais à côté des scies, des marteaux et tout. Enfin, c'était super drôle. Et du coup, le soutien d'Oxello, il était un peu plus que symbolique. En fait, c'était pas juste un logo à mettre sur l'aventure. On a vraiment eu un accompagnement fort de Decathlon. Moi, j'ai reçu des colis tous les 200 à 300 kilomètres. Et on avait des appels assez souvent pour savoir comment ça se passait, comment on évolue avec leur équipement. Et donc là, c'est une photo prise au Décathlon Lyon-Limonest. Et en fait, je venais de recevoir un colis où dans lequel il y avait des nouveaux chaussons pour changer les chaussons des rollers. Donc ça, du coup, ça permettait d'avoir des mousses neuves et plus confortables. Il y avait toujours des roues et des roulements et des freins neufs. Et donc ça a été vraiment très pratique d'être suivi comme ça et de savoir que tous les 200 km, on a une étape où on peut remettre un peu les patins à neuf. Et il faut savoir que les patins, il y a des paires de roues avec lesquelles j'ai quand même pu faire près de 500 km. Donc, vraiment, le roller réserve de belles aventures. Et ça, c'était chez Serge et Corinne, deux retraités à Beauchâtel. Et en fait, on a sonné comme ça un soir à la maison. C'est du bois, elle a l'air sympa. Et au début, il y a Serge qui nous ouvre et il nous dit, on lui explique notre projet, il nous dit, bah ok, mais je vais juste demander à ma femme. Et là, il y a Corinne qui arrive et Corinne, elle est quand même bien conservée pour son âge. Donc, moi, je me suis dit un peu cliché, oh, la mamie botoxée, c'est sûr, elle va nous dire non. En plus, il y avait une piscine dans le jardin. On s'est dit, là, ils vont pas vouloir de nous. Et en fait, hyper gentille, elle nous dit, bah, entrez, allez-y et tout. On a posé la tente au bord de la piscine. Donc, c'est quand même marrant, je trouve, d'avoir un balcon sur une piscine. Et on est resté 2 nuits finalement. La deuxième nuit, ils nous ont proposé une chambre dans la maison. Et on a visité le village. Et voilà. Et en fait, ça a été un peu comme de grands-parents de substitution. On a parlé de tout. Et ce qui est marrant, c'est que chez tout le monde, les gens nous disaient, ouais, vous voulez faire quoi dans la vie? Parce qu'on est étudiants, on est en couple, donc tout le monde était intrigué par notre projet et qui on était. Et tout le monde nous encourageait, nous disait, ah, c'est génial ce que vous faites. On vous souhaite beaucoup de courage et de réussite. Et après 2 mois, on est arrivé à la frontière franco-espagnole et ça a été vraiment un grand réjouissement pour nous et surtout pour Justine qui allait au bout malgré sa blessure et qui, pendant un moment, a douté de réussir. Et on était hyper heureux, hyper fiers et voilà, on a terminé cette aventure avec entrain et joie. Alors maintenant, pour vous parler de l'environnement dans tout ça, quelle est la place de l'environnement dans toutes ces aventures? Donc, tout d'abord, ce qui est intéressant de noter, je trouve, c'est l'évolution du métier d'explorateur. Alors moi, je ne me considère pas du tout comme un explorateur. Je n'ai pas fait de projet à caractère exploratoire. Je n'ai pas fait non plus de projet scientifique. Mais je me considère comme un jeune aventurier. Et tout le monde, je pense, peut le revendiquer à partir du moment où il fait des aventures, où il les fait avec engagement et où ça a un véritable sens pour lui. Et l'évolution du métier d'explorateur, elle est intéressante parce qu'on voit à gauche une photo de Christophe Colomb. Et Christophe Colomb, quand il découvre les Amériques en 1492, il part à la base pour les Indes. Et en fait, il part dans une optique de développement commercial. Son but, c'est d'ouvrir une route commerciale, c'est de conquérir des territoires, c'est de coloniser et c'est voilà, de trouver de nouvelles richesses, de nouveaux minerais. Et aussi, c'est un peu par... Enfin, il y a l'aspect amour de l'aventure, mais je pense que c'est quand même avant tout une idéologie commerciale. Et quand il va séduire les différentes couronnes avec son projet, c'est vraiment ce qui les anime. Aujourd'hui, Mike Horn, qui est l'exemple de l'explorateur moderne, quand il part faire un projet, il revient avec un message qui est le contraire, c'est un message de décolonisation, c'est un message de décroissance où il va dire justement qu'il est important aujourd'hui de remettre la nature et le monde sauvage au cœur de nos sociétés. Et par exemple, son dernier projet en Arctique où il tombe dans la glace et qui parle du fait que la glace est devenue trop fine par rapport à la glace qu'il a connue il y a une dizaine d'années. Et ben, c'est un message finalement de décroissance où il invite les gens, il alerte en fait l'opinion publique. Et c'est ce qu'ont fait beaucoup d'autres explorateurs du XXe siècle comme Jacques-Yves Cousteau ou Paul-Émile Victor. C'est vraiment le message qu'ils portent aujourd'hui. Donc, je pense que c'est ça la différence fondamentale dans le monde, dans l'exploration. Et beaucoup de gens peuvent se demander finalement, c'est quoi l'exploration aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus rien à découvrir, il n'y a plus rien à coloniser. Eh bien, c'est ça l'exploration moderne, je pense, c'est justement de décoloniser le monde et d'envoyer des gens
porter ce message et être les témoins en fait de la catastrophe climatique actuelle. Ce message, il est porté par la jeune génération d'explorateurs. Donc là, c'est les mots des deux plus jeunes membres de la Société des explorateurs français. Ils ont tous les deux moins de 30 ans. Et Mathieu Torder, il dit « L'exploration d'aujourd'hui, c'est de redécouvrir notre place dans le vivant. » Et Elliot Schonfeld, il dit « Il reste sur Terre une vie magnifique qui mérite qu'on se batte pour elle. » Moi, je pense que c'est ça un petit peu ces gens-là, ils portent un peu le message de notre génération et à leur échelle, l'échelle de l'aventurier et de l'explorateur, ils vont faire ce que d'autres vont faire dans le milieu associatif ou politique, en fait. Donc, je pense qu'ils sont les bons représentants du rôle de l'aventurier face aux enjeux environnementaux. Mais dans les faits, quelles actions peuvent avoir les aventuriers? Finalement, on peut se dire, OK, c'est un peu comme une sorte de sponsoring. Ils vont mettre leur image sur les différentes questions, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de manière concrète? Eh bien, déjà, l'exploration, il y a plusieurs types de projets. Il y a des projets à caractère exploratoire, l'exploration géographique, qui a pour but de découvrir des territoires isolés. Mais il y a aussi l'exploration scientifique. Donc, il y a beaucoup de gens, par exemple, les scientifiques sur les bases en Antarctique, ou des explorateurs qui partent faire des hivernages dans certaines régions isolées, par exemple au Svalbard, et où ils vont étudier l'évolution d'un hiver dans une région, voir comment ça se passe. Est-ce qu'on constate une fonte des glaces plus importante? Par exemple, Hugo Clément en parle dans son livre, son dernier livre, je crois que c'est La guerre écologique, enfin, journal de guerre écologique, où il parle de deux exploratrices qui sont dans une cabane et font un hivernage, il me semble que c'est Svalbard, où elles font des relevés tous les jours. Donc ça, c'est une action possible. Ensuite, la sensibilisation. Ça, c'est le rôle le plus important, je pense, de l'explorateur, vu que c'est un personnage médiatique. Il va avoir une aura et il va pouvoir, via ses conférences, ses films, ses livres, ses photos, ses interviews de presse, enfin, tout son contenu, toutes ses manières de communiquer, via tous ses canaux de communication, pouvoir sensibiliser aux enjeux environnementaux. Et enfin, le rôle un peu marketing, c'est que les aventuriers vont rendre les sujets environnementaux attractifs. Mike Horn, quand il dit qu'en Arctique, durant sa dernière expédition, il est tombé dans l'eau parce que la glace était trop fine, c'est une histoire qui est beaucoup plus attrayante et intéressante qu'un scientifique qui revient du pôle Nord en disant mes carottages sont mauvais. Je prends à chaque fois cet exemple parce que je trouve qu'il est hyper concret, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus cool et intéressant et stimulant d'écouter l'histoire de Mike Horn en Arctique au petit journal que d'écouter les scientifiques dans des congrès. Donc ça, c'est le rôle aussi de l'aventurier, c'est de rendre ces sujets intéressants et aussi de mener via leur aura et leurs images, de lier en fait l'exploration et la recherche, de porter par exemple des instituts, des associations via leurs projets, et où ça peut être de récolter des fonds. Enfin voilà, ils vont souvent utiliser leurs images pour créer de l'attraction autour d'un sujet. Alors, l'été dernier, quand je traversais la France en roller, j'ai rencontré Antonin Charbouillot qui nous a accueillis chez lui, Justine et moi, parce qu'en fait, on avait posté aussi sur un groupe Facebook une annonce. Donc, sur l'ensemble des nuits qu'on a passées chez des gens, je dirais qu'il y a 90%, 95% qui ont été passées grâce au fait qu'on ait toqué à des portes dans la rue. Et il y a peut-être 5 ou 6 nuits qu'on a passées grâce à des gens sur Facebook qui nous ont dit on voit que vous passez près de chez nous, venez. Et Antonin, il en fait partie. Et là, sur cette photo, avec Antonin, on était parti faire un affût. En fait, il est photographe animalier et du coup, on avait fait un affût où pendant une journée, on s'était caché devant un terrier de renards et de renardeaux pour essayer de les prendre en photo. Alors, rien n'est venu. Finalement, on ne les a pas vus. Mais en fait, dans cette journée, en se baladant, en allant dans les bois, on a vu des tas de choses. On a vu des lièvres, on a vu des lapins, on a vu il me semble qu'on a vu une buse, on a vu un crâne de sanglier. Enfin, on a vu vraiment des tas de trucs. Donc, on n'a pas eu ce qu'on voulait, mais on a eu plein de trucs. Et du coup, ça, c'est le travail d'Antonin. Donc, il fait de la photo autour des animaux, mais aussi du monde sauvage de manière des aurores boréales. Enfin, voilà, il a un contenu qui tourne autour de ça et qui est très intéressant. Et son dernier projet, ça a été de faire un livre photo qui retrace en fait différents projets photos qu'il a fait et dans lequel il parle de sa quête du loup. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre photo, en fait,
une partie des bénéfices qui a été reversée à des associations. C'est ce qu'il a dit lors d'une interview récemment au sujet de son dernier film Héritage. Et je trouve que cette citation, elle est intéressante. Disait que finalement, toute l'action citoyenne cumulée n'aurait pas un impact suffisant pour atteindre l'objectif des 2 degrés. Mais je pense que peut-être, mais je pense qu'il faut quand même agir. Voilà, il faut quand même faire quelque chose parce que mais en fait, je pense que même si nous, à notre échelle, ce qu'on fait, ça sert à rien. Le fait que notre voisin nous voit faire quelque chose, ça peut l'inciter. Et c'est cette chaîne, en fait, cette action individuelle qui peut avoir un effet à long terme. Alors, mon engagement personnel, du coup, donc d'abord, j'ai un engagement citoyen, un engagement qui à mon échelle, c'est des petites actions que tout le monde peut mettre en place. Donc moi, j'ai décidé d'être végétarien parce qu'on voit que l'industrie de la viande, c'est parmi les plus gros secteurs polluants. En fait, c'est un des secteurs les plus polluants et on ne se rend pas compte quand on achète un steak haché en supermarché qu'en fait, il demande 2400 d'eau pour être produit. En fait, 80% de la déforestation est due au fait que les agriculteurs et les entreprises privées, en fait, l'industrie veuillent des terrains pour les bovins et pour la viande, pour les animaux et pour leurs exploitations. Et même, je ne sais plus le chiffre exact, mais il me semble que c'est plus de la moitié des cultures agricoles végétales qui sont en fait destinées à nourrir des animaux. Donc voilà, on peut se dire, non, mais il y a suffisamment de cultures de maïs pour nourrir les gens. Enfin, il n'y a pas de conflit en fait entre les deux, mais l'industrie de la viande avale des terrains des cultures céréalières et végétales. Et donc, en fait, elle est présente partout sans qu'on s'en rende compte. Ensuite, j'ai décidé de consommer moins au quotidien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pros du bio et du consommer mieux. Et du coup, ils vont avoir des maisons remplies de gadgets, mais tous, disons, responsables. Et je pense que le mieux, l'étape suivante, après avoir des gadgets responsables, c'est d'essayer de ne plus en avoir aussi. Parce que quand on ne consomme pas, la question de consommer mieux ne se pose pas. Donc, des fois, le mieux entre comment avoir une garde-robe plus responsable, même si voilà, c'est des questions intéressantes et le peu qu'on a, c'est bien d'avoir du responsable. Mais je pense que l'idée, c'est quand même avant tout la décroissance. Et ce dont parle Yann Arthus Bertrand dans son dernier film, il dit qu'il y a une dizaine d'années, il prônait les énergies renouvelables et aujourd'hui, il se rend compte que ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que les énergies renouvelables, elles ont un sens que si on réduit de l'autre côté les émissions de gaz à effet de serre via les énergies fossiles. Et il dit en fait, on se gave et on met les énergies renouvelables en plus, en bonus, mais on ne réduit pas de l'autre côté les énergies fossiles. Donc finalement, c'est juste un apport supplémentaire. Et le bénéfice qu'apportent les énergies renouvelables, en fait, devient un malus parce que c'est juste un supplément de pollution qu'on ajoute à ce qu'on a déjà. Donc voilà, je pense que dans le consommer mieux, il faut toujours avoir l'idée aussi de la décroissance. C'est le cœur de l'action. C'est comme lors d'un régime, manger mieux, c'est bien, mais manger moins, c'est déjà une étape intéressante. Ensuite, me déplacer le plus possible en moyen de transport bas carbone. Moi, j'ai décidé de ne pas passer le permis, de ne pas avoir de voiture, de ne pas être dépendant de ce genre de choses. Donc, pour moi, c'est 100% de transport en commun. Après, avec mes aventures, je suis habitué à globalement marcher, me déplacer. Donc, je ne suis pas un addict de la facilité et du confort. Donc, pour moi, faire 30 minutes de bus plus 20 minutes à pied, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas choqué par 50 minutes de transport, là où 15 minutes de voiture remplacerait aisément tout ça. Ensuite, j'ai un engagement en tant qu'aventurier. J'ai envie de me professionnaliser dans ce domaine-là et qui dit professionnalisation dit penser un peu à la manière dont j'ai envie d'agir, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de le faire. Et donc, j'ai envie de mener des projets en collaboration avec des acteurs engagés. Donc, travailler avec des marques ou des associations qui ont un engagement et qui peuvent avoir finalement une action intéressante. Et si via mes aventures, je peux promouvoir cette action, ce serait un grand honneur pour moi.
Deuxièmement, j'essaie de limiter l'empreinte carbone de mes projets. Donc, je fais beaucoup de projets via des moyens de transport sans émission de CO2, donc le vélo, la marche, le roller. Et quand je prends la voiture, je prends jamais de véhicule perso. Je fais du stop pour partager l'empreinte carbone avec le conducteur. Et quand je prends l'avion, ce qui arrive quand on doit aller à l'autre bout du monde et qu'on n'a pas forcément 2 mois pour faire une traversée en bateau, eh ben, moi, j'essaie de faire des voyages plus longs, de réduire au plus possible les trajets en avion, de réduire les petits courriers. En fait, toutes les fois, on prend l'avion de manière inutile. Donc, pour moi, aujourd'hui, quand je vais en Europe en avion, c'est assez difficile. Il faut vraiment que je pèse le pour et le contre. Là, par exemple, pour l'été prochain, j'avais envie de partir traverser une partie des Algarves au Portugal. Et je n'ai pas forcément le temps d'y aller en bus et de faire 48 heures de bus aller-retour. Donc, je me suis dit, bah, si je dois prendre l'avion, finalement, je préfère pas y aller parce que c'est plus un caprice qu'autre chose de passer 2 semaines au Portugal, alors qu'en fait, la frontière espagnole, qui est atteignable en train, m'offrirait des aventures tout aussi grandioses. Donc voilà, je pense que c'est important de peser le pour et le contre. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Et ensuite, sensibiliser le public à la beauté de la nature et à l'importance de la préserver via mes conférences, les webinars comme on fait aujourd'hui, un livre que je suis actuellement en train de finaliser, un film sur lequel je travaille. Et voilà, de manière générale, tout mon contenu en fait vise à avoir une action. Et je le sens par exemple chez moi, juste à mon échelle très locale, ma famille, il y a quelques années, parler de tout ça, c'était un peu tabou. Enfin, il faut savoir que mon père est ingénieur chez Areva. Aujourd'hui, ça s'appelle Orano. Donc, ingénieur nucléaire. Donc, après, moi, personnellement, je ne suis pas en anti-nucléaire parce que c'est quand même la seule énergie viable sans émission de CO2. Et finalement, faire le pas de l'Allemagne qui sort du nucléaire pour revenir à l'usine à charbon, ce n'est pas pour moi un pas en avant. Donc, le nucléaire est pour le moment la seule alternative possible et viable. Après, ça a des risques. Le retraitement des déchets nucléaires, ce genre de choses, c'est des choses assez compliquées. C'est des choses sur lesquelles travaille mon père. Mais du coup, il y a quelques années, c'était assez tabou, un peu l'environnement. Et aujourd'hui, je vois que via mes aventures, ça s'est en fait normalisé dans ma famille de parler de nature, d'aventure. Et ils comprennent mon point de vue, ils comprennent que je suis végétarien. Et je vois qu'au quotidien, ils font des actions et ils mangent de moins en moins de viande. Surtout quand je suis à la maison et que je cuisine, parce que du coup, c'est moi qui détermine les menus. Mais voilà, je pense que du coup, il y a une échelle, enfin, il y a une action d'abord à mon échelle locale et petit à petit, j'espère que ça va prendre un peu d'ampleur. Et donc, enfin, pour être concret et vous parler de mon prochain projet, parce que voilà, c'est des belles paroles, tout ça, mais comment je le mets en application? Eh bien, mon prochain projet, c'est de partir traverser en fait une partie de l'Europe et de l'Afrique en vélo, de faire Paris-Dakar à vélo avec Justine. On repartirait cette fois pendant environ 5 mois, 5 à 6 mois, pour plus de 5000 km de vélo. Et on partirait en fin d'année prochaine. Et en fait, on fait ce projet en partenariat avec Jack, donc l'association avec laquelle on fait ce webinaire aujourd'hui, qui est l'association des jeunes ambassadeurs pour le climat. Et en fait, on aimerait faire à notre tour un cycle de conférences sur les enjeux environnementaux dans la zone saharienne. Et pour moi, ce projet, il met en avant toutes les actions que peut avoir un aventurier. Parce que déjà, comme dit précédemment, on fait un projet bas carbone, on est en vélo. Donc, il faudra prendre l'avion au retour, mais au moins, c'est toujours mieux, je pense, que prendre 27 bus et 2 avions et de se balader partout en Afrique avec des avions sur des courtes distances. Et ensuite, on fait un projet avec un acteur qui est engagé. On essaie de donner du sens à ce projet-là et on essaie de sensibiliser le public finalement à notre retour via les conférences. Et alors, ce qui est intéressant, c'est un projet un peu gagnant-gagnant entre la Jack et nous, parce que la Jack, du coup, elle va pouvoir parler de son action et elle va pouvoir transmettre ses messages via ses conférences et elle va apporter du contenu à notre conférence. Donc, ça va, pour moi, donner un sens à notre conférence. Ça va l'extraire de simplement l'aspect on parle de notre voyage. Voilà, ça va donner plus de richesse. Et nous, de l'autre côté, on va leur donner du storytelling et on va faire vivre en fait les données scientifiques via les rencontres qu'on a faites, via ce qu'on a constaté sur le terrain. Et donc, les deux ensemble, je trouve, font un projet très intéressant et enrichissant pour les deux côtés, en fait, les deux parties. Donc, pour moi, c'est l'exemple de projet qu'on peut mettre en place pour s'engager un peu face à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et finalement, de manière plus globale, l'effondrement de la biodiversité et du vivant. Voilà.
Merci beaucoup Thomas pour la présentation de ton parcours hyper inspirant. Bah, merci, Euh, merci à vous. on va continuer avec une dernière petite partie d'une quinzaine de minutes avant de passer à l'échange et à vos questions. Hop, du coup, je vais en profiter pour me présenter à mon tour. Ouais, donc comme je vous disais tout à l'heure, je suis étudiante maintenant en master de politique environnementale à Sciences Po à Paris. Et à côté de mes études, je fais pas mal de musique, plusieurs mois à enregistrer mes compositions personnelles. Et donc, j'ai sorti cette EP, ce petit CD en janvier 2021 en autoproduction sur les plateformes. Et justement, sur certaines des chansons, je parle un petit peu de mon ressenti face au changement climatique. Donc, c'est une autre façon d'aborder la question et de parler de ça par la musique et par l'art en général. Donc, pour faire rapidement le point sur mon parcours, j'ai rencontré Thomas du coup au Japon de ma primaire et mon collège. Ensuite, j'ai fait quelques années à Singapour, 2 ans au lycée. Et puis, j'ai fait une prépa commerce à Lyon. Et ensuite, en école de commerce, j'étais donc à Toulouse Business School. Et j'ai eu la chance l'année dernière, grâce à Toulouse Business School, de faire un semestre à l'étranger, en Norvège, à Oslo. C'était vraiment super. Je suis tombée un petit peu amoureuse de la ville et du fait que qu'elle soit aussi proche de la nature. Il y avait une cinquantaine de randonnées à faire aux portes de la ville, littéralement. On pouvait aller prendre le métro pour faire nos départs de randonnée. Et puis, depuis cette année, septembre, j'ai commencé donc un master en politique environnementale qui est passionnant, où j'ai des cours, comme je vous disais, sur l'environnement avec des approches assez différentes et variées. En 2018, quand j'étais à TBS, j'étais déjà assez sensible à la cause environnementale. Comment tout peut s'effondrer, de passer à l'action pour essayer de porter la parole dans la lutte contre le changement climatique. Et cette même année, j'ai eu la chance de découvrir qu'il y avait un programme qui s'appelle le programme Jeunes délégués pour le climat, auquel j'ai candidaté. Et en fait, ce programme, il permet à 2 étudiants en France de partir aux négociations internationales pour le climat, donc à savoir les COP. Donc sur la photo ici à droite, on était en Allemagne en juin 2018 aux intercessions climatiques. C'est un peu comme une COP et ça servait à préparer justement la COP 25 qui allait suivre en décembre. Et donc en devenant jeune délégué climat, c'était super puisque j'ai eu la chance de partir aux négociations climatiques pour un mandat de 2 ans. Et à côté de cette participation au COP, je suis devenue membre de l'association des jeunes ambassadeurs pour le climat. Et au retour de ces premières intercessions climatiques, j'ai commencé à faire des interventions dans des collèges à Toulouse et également à TBS l'année dernière, où j'ai eu la chance d'intervenir. Et en fait, c'est super de pouvoir concrétiser ça et de pouvoir partager son expérience avec d'autres jeunes. Donc, pour vous raconter un petit peu en quoi ça consiste de participer au COP en tant que jeune délégué climat. Donc, les COP, pour rappel, c'est l'acronyme des conférences Conference of Parties, donc la conférence des parties membres, les membres de la CNUC, c'est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se réunissent donc 1 à 2 fois par an pour parler et faire face en fait au changement climatique. Donc, en tant que jeune délégué climat, il y a tout un tas d'opportunités et de devoirs. Des opportunités d'abord, puisque on a la chance de partir au COP sur 2 ans et d'engranger en fait un maximum de connaissances là-dessus et de voir comment les négociations fonctionnent de l'intérieur, sachant que c'est très complexe et que la première fois où j'y suis allée, la première semaine, on est un peu perdu. Et puis petit à petit, on comprend de mieux en mieux le fonctionnement interne de ces négociations-là. C'est aussi super puisque on peut vraiment se forger un regard critique sur ces négociations climatiques et voir que effectivement il y a des blocages, mais il y a aussi des avancées qui sont permises grâce au COP. Et puis en tant que jeune délégué climat,
On part donc aux côtés de la délégation française. Donc sur la photo en haut à gauche, là, on voit justement certains des négociateurs français qui sont envoyés par la France. Ce sont délégués, donc pour la majorité d'entre eux, ils travaillent au ministère de la Transition écologique et ce sont des experts dans leur domaine. Donc vous avez aussi des gens qui travaillent pour le ministère des Affaires étrangères, pour le ministère de la Finance. Et donc, chacun, en fait, ils suivent un sujet de négociation dans lequel ils sont experts. Donc, que ce soit un sujet scientifique, financier, sur l'agriculture, etc. Et en tant que jeune délégué climat, donc c'est super on peut avoir une relation privilégiée avec eux. Pour la plupart d'entre eux, ils sont assez jeunes, ils ont à peine 30 ans. Donc ça nous permet également d'avoir des échanges et des fois, ils peuvent nous expliquer un sujet de négociation qui nous aurait pris peut-être des heures à comprendre et eux, ils nous l'expliquent en quelques minutes. Et puis en tant que jeune délégué climat, on a également des devoirs, à savoir un devoir de neutralité et de confidentialité. Parce qu'on a accès à des documents confidentiels et aux positions de la France sur le changement climatique. Et on a accès justement aux réunions confidentielles de la délégation française chaque jour. Et on doit aussi rester neutre lorsqu'on va dans les salles de négociation au COP. On ne peut pas prendre la parole et donner son propre avis de citoyen. Il faut qu'on respecte justement un peu le devoir de neutralité d'un fonctionnaire qui va au COP et donc qui doit s'aligner avec la position de la France sans revendiquer de façon ouverte ses propres opinions. Et donc finalement, la question essentielle, est-ce que les COP sont utiles ou pas? Pour rebondir avec ton intervention, Thomas, effectivement, les COP, elles ont énormément de défauts et de blocages. Elles sont extrêmement lentes par rapport à l'urgence climatique, mais elles sont quand même essentielles. Internationales, et justement, il faut se poser la question de si elles n'existaient pas. Si elles n'existaient pas, en fait, on n'aurait pas un endroit où tous les pays du monde, 195 pays, se réunissent et se mettent autour de la table pour avoir des discussions et dialoguer et faire avancer l'action contre le changement climatique. Donc c'est en fait énorme que le changement climatique, qui est un problème global, soit traité à l'échelle internationale et soit devenu un enjeu de géopolitique majeur. Ensuite, les COP, certes, elles sont trop lentes, puisque lorsque vous prenez une décision et lorsque vous voulez écrire un texte dans l'accord de Paris, il faut que cette décision elle soit approuvée à l'unanimité par tous les membres. Donc s'il y a un seul pays qui bloque, et souvent ce sont les mêmes pays qui bloquent, à savoir les pays pétroliers, comme l'Arabie Saoudite par exemple, et c'est toute la session de négociation qui est bloquée. Un manque d'ambition aussi, on peut se poser la question. C'est vrai que récemment, l'Union européenne, par exemple, elle a annoncé son objectif de neutralité carbone d'ici à 2050 dans son Green New Deal. Elle a été suivie par d'autres grandes puissances mondiales, comme la Chine, qui a annoncé son objectif de neutralité carbone d'ici à 2060. Le Royaume-Uni, la Corée du Sud et le Japon ont également relevé leur ambition assez récemment. Mais le problème, c'est que donc il y a ces discours et ces engagements, mais de façon concrète, aujourd'hui, nos émissions carbone, comme je vous le disais plus tôt, elles sont toujours à la hausse et nous ne sommes pas du tout sur la trajectoire des 2 degrés de l'accord de Paris. Donc, il faut que derrière les discours, l'action suive. Et puis l'accord de Paris, ensuite, c'est un accord qui est non contraignant. Ça veut dire que si un pays ne respecte pas ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il n'encourt pas de sanctions. Mais l'accord, il est transparent. Donc, c'est un énorme outil de soft power, puisque lorsqu'un pays ne respecte pas ses engagements ou se retire de l'accord de Paris, comme les États-Unis, maintenant ils sont revenus heureusement, mais lorsqu'on a ce genre d'action, ça donne une mauvaise image sur la scène internationale de ce pays, donc il se tire une balle dans le pied en quelque sorte. Et donc je voulais terminer avec cette slide plus personnelle, un peu sur la courbe émotionnelle liée au changement climatique, en passant au début par une situation de choc. Donc moi, ma claque climatique, comme je vous le disais, ça a été la lecture de ce livre, Comment tout peut s'effondrer. Et ensuite est venue la soif d'apprendre et d'engranger un maximum de connaissances sur le changement climatique en lisant des livres, en allant à des conférences. Et puis, suite à tout cet amas de connaissances et de données sur l'urgence climatique,
j'ai eu une période un petit peu plus anxieuse, inquiétante face à la crise environnementale. Et c'est vraiment en m'engageant et en devenant jeune déléguée climat que j'ai retrouvé une sorte d'apaisement et que je me sentais moins démunie par rapport à la situation actuelle. Donc ça m'a beaucoup aidé de rejoindre Jack et d'aussi rencontrer d'autres jeunes qui étaient comme moi sensibles à ces questions-là. Et finalement, je me suis aussi rendu compte beaucoup plus récemment et aussi grâce à mon semestre en Norvège l'année dernière que le climat, c'était une chose, mais qu'il n'y avait pas que ça. Et dans ma vie, justement, la musique qui a repris une place importante. Et, et comme je vous le disais, donc, il y a certaines de mes chansons que j'ai composées qui font un petit peu le lien entre mon ressenti face au changement climatique et la musique. Et je voulais terminer cette intervention en vous jouant l'une de mes compositions. Hop. Je sors la guitare et peut-être que je vais arrêter le partage d'écran pour l'instant. Voilà. Voilà, du coup, je voulais vous jouer l'une de mes compositions que j'ai écrites en arrivant à Paris pour terminer cette intervention. Ça s'appelle « Se retrouver ». Je t'ai cherché dans l'espace de mes pensées dans un autre monde. C'est apparu comme une évidence. Fallait que je te donne une autre chance. Tout ce que tu dis, tout ce que tu penses te mange l'esprit. Laisse-toi le temps, laisse-toi le temps pour divaguer. Je t'ai cherché, j'ai voulu ce qu'il te fallait pour te laisser aller. Parfois je me perds grâce à l'ancien temps. Mes pensées se taisent à demi passées. Tout ce que tu dis, tout ce que tu penses te mange l'esprit. Laisse-toi le temps, laisse-toi le temps pour divaguer. Pour divaguer. Se retrouver. Merci Léna.
Merci. Voilà, c'était ce Bravo. Merci. Bravo. Bravo. Ok, super. Et ben, du coup, je vais repartager mon écran puisqu'on a juste une ou deux dernières slides à vous montrer, à partager avec vous. Voilà, ici, je vous ai mis quelques références si vous êtes intéressé pour creuser un peu le sujet et aller plus loin, que ce soit en écoutant des podcasts, ou des films, ou des MOOC, ou des livres. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire une capture d'écran, même peut-être de cette diapositive. Et puis voilà, on est maintenant, on va peut-être prendre un temps pour échanger avec vous, si vous avez envie, que ce soit pour des questions, que ce soit sur notre parcours ou sur les enjeux climat. N'hésitez pas, on est là pour répondre à votre question et on vous laisse également quelques contacts pour aller voir ce que fait par exemple l'association des jeunes ambassadeurs pour le climat, ou si vous voulez voir un petit peu plus sur les aventures de Thomas ou sur la musique. N'hésitez pas. J'ai vu que vous y avez déjà quelques échanges dans le chat. Ouais. Du coup, ouais, vous pouvez poser vos questions et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions qui peuvent aller au-delà de l'aspect environnemental ou voilà, et parler juste de parcours, nous poser des questions. Enfin, voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont quelques questions. Ou même des réactions à chaud. Et du coup, moi, j'en ai une. J'ai une question pour rebondir du coup sur mon message. En fait, quand Thomas, vous avez parlé de votre parcours, de vos différents voyages, Ouais. en fait, c'est surtout l'aspect aventure et que vous avez partagé, et du coup, et un peu l'aspect, on va dire, un peu découverte et l'aspect un peu positif. Et du coup, est-ce que vous avez eu un peu des galères ou des moments un peu moins sympas dans vos voyages? C'est-à-dire des Par exemple, vous avez parlé un moment dans le salar je sais pas, vous êtes blessé au bras en tombant, etc. Oui, il y a eu quelques moments un peu compliqués. Atacama, c'était vraiment une étape assez difficile, déjà pour les croûtes de sel. Il y avait l'incertitude d'arriver au bout parce qu'en fait, j'avais prévu des réserves d'eau pour 5 jours et je n'avais pas pris de jour de rab. Et, et, et le dernier jour, j'ai fini le parcours. En fait, vu que j'avais pris un peu de retard et que le désert est très aride, donc on a très soif, j'ai fini la dernière journée avec 1,2 litre, donc 1200 millilitres pour faire 20 km. Et je les ai bu pendant les 20 km. Et quand je suis arrivé au bout, il n'y avait rien. Donc c'est là où j'ai dû faire 10 km de plus jusqu'à une route. Et ces 10 km, je les ai fait sans eau, donc pendant 2 à 3 heures. Et du coup, au total, j'ai fait une journée de 30 km avec 1 litre. Et sachant que je sortais déjà de 4 grosses journées de traversée et que j'avais une inflammation au pied qui commençait à se déclarer la veille. Et mon inflammation au pied, elle était assez importante parce que quand je suis retourné à San Pedro de Atacama, je suis allé en pharmacie pour prendre une pommade et tout le dessus de mon pied, en fait, faisait une grosse bosse et j'arrivais plus à rentrer mon pied dans une chaussure. Donc, j'ai passé 3-4 jours à marcher que avec des tongs parce que je pouvais vraiment plus rentrer dans des chaussures, quoi. Ça me faisait trop mal et il suffisait d'appuyer un tout petit peu et ça me faisait une douleur abominable. Donc voilà, il y a eu des galères comme ça. Après, en Patagonie, on était un soir, on a dormi dans un terminal de bus parce que le lendemain, il y avait un chauffeur qui était prêt à nous prendre et on ne savait pas où dormir. Donc, on s'est dit que c'était le plus simple et ça nous abritait de la pluie et du vent. Et il y a les policiers qui sont arrivés 1 heure après qu'on se soit endormis et ils nous ont dit vous ne pouvez pas rester là, vous ne pouvez pas dormir. Et donc, on ne savait pas où aller. Donc, on est resté éveillé. On a attendu, ils sont repassés. Et en fait, quand ils sont repassés, ils ont vu qu'on ne dormait pas, donc ils ne nous ont pas embêtés. Et il y a une sorte de bras de fer qui s'est opéré parce que toute la nuit, les policiers sont repassés toutes les heures. Donc, ils sont passés 4-5 fois. Et ils vérifiaient qu'on ne s'endormait pas. Et on dirait qu'ils cherchaient une raison de nous emmener au commissariat. Et du coup, nous, on se forçait à pas dormir. Mais c'était des journées assez éprouvantes où on ne dormait pas forcément où on voulait. On ne mangeait pas forcément ce qu'on voulait. Donc, on était un peu crevés. Et là, avoir dormi 1 heure, c'était un peu dur.
On a attendu de 2 heures à 7 heures du matin. Donc pendant 5 heures, et ensuite on est monté dans ce bus et on est arrivé sur la route 40. C'est là qu'on a rencontré les Chiliens et une ambulance nous a pris. Mais voilà, il y a eu des galères comme ça, mais globalement, ce n'est pas des problèmes. Je dirais que c'est des choses auxquelles il faut faire face. Ensuite, on est juste heureux de l'avoir fait et on se sent plus fort et plus à même de surmonter d'autres choses, quoi. Donc voilà, je dirais qu'il n'y a pas de problème globalement. Ok, merci pour votre réponse. S'il y a d'autres questions, ou même sur vos projets personnels et que vous voulez un conseil ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'ai une question par rapport au master que vous avez fait, Elena, à TBS. Enfin, je ne sais pas justement si c'est à TBS ou pas, et j'aimerais du coup en savoir plus par rapport à ça, s'il vous plaît. Ouais, pas de souci, tu peux me tutoyer, hein. Je pense qu'on a quasi le même âge. Ok. Ouais, le master dans lequel je suis actuellement, non, il n'est pas à TBS, il est à Sciences Po à Paris. Mais en parallèle, moi l'année dernière, j'étais aussi très intéressée par un master en double diplôme entre Sciences Po Toulouse et TBS. Il propose un master à Sciences Po Toulouse qui s'appelle Santé, risques, sciences et environnement. Donc qui traite pas mal des questions environnementales justement avec une approche assez variée en fait. Et je m'étais vachement intéressée à ce master-là aussi. Donc en étant étudiante de TBS, justement, tu peux regarder ça, ou je peux même t'envoyer les informations, mais je pense qu'il doit y avoir des réunions qui doivent être organisées à TBS par rapport à ces doubles diplômes-là. Ok, merci beaucoup. Et je sais qu'à TBS, tout récemment, il y a un certificat aussi qui est sorti sur les enjeux climatiques et comment les intégrer dans le monde de l'entreprise. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont participé ou qui participent à cette formation-là. Je crois qu'on y participe tous, il me semble. Ok. Trop cool. Alors, ouais, du coup, il y a Manon qui dit dans le chat, si on a des questions qui nous viennent après la conférence, on peut vous joindre personnellement. Bah, bien sûr, on a le même âge déjà et ensuite, on fait des conférences pour rencontrer des jeunes comme vous et comme nous, en fait, et échanger avec eux. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. On peut peut-être remettre les contacts. Ouais, je vais faire ça. N'hésitez pas sur Instagram, Facebook, à nous envoyer des messages perso, nous demander des conseils ou même, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Si vous avez des projets et vous voulez collaborer, n'hésitez pas. Ouais, ce sera avec plaisir. Du coup, s'il n'y a pas plus de questions pour le moment, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que ça aura suscité votre intérêt. Et ouais, comme vous le disiez, comme on le disait, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez discuter un peu plus. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, c'était cool, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Elena, on va fermer le chat. Ah, t'as coupé ton micro, Elena. Désolée. Ouais,